Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christine O'Krent. Bonjour Christine O'Krent. Après la double vie d'Hillary en 2001, après Bush-Kerry, les deux Amériques en 2004, vous sortez Clinton-Trump, l'Amérique en colère, qui est ici, des éditions Robert Laffont. C'est un livre sur lequel vous dressez le portrait des deux candidats qui vont se présenter à la prochaine élection présidentielle du 8 novembre. Ma première question est toute simple, et je vais vous tendre le micro parce qu'on n'a plus de micro-main. Qu'est-ce qui rend l'Amérique en colère ? Il y a toute une Amérique qui est celle que l'on méconnaît, l'Amérique des classes moyennes, l'Amérique pauvre, l'Amérique qui a été frappée de plein fouet par la crise financière 2007-2008, une Amérique qui vote républicain surtout et qui considère, à tort ou à raison, probablement à raison d'ailleurs, que l'élite qu'ils envoient à Washington, au Congrès, ne s'occupe pas d'eux, ne tient pas compte de leurs priorités. Bien qu'ayant le contrôle du Congrès, ils voient, ce sont des gens en général très conservateurs, traversés par des courants religieux qui restent très puissants, et ils voient néanmoins, malgré ce contrôle sur le Congrès américain, que en gros la société américaine évolue vers plus de liberté, de mœurs en particulier. Et ces gens-là, Donald Trump, qui n'est pas du tout le grand homme d'affaires qu'il prétend être, mais qui est un as du marketing, Trump a vu qu'il y avait une part de marché immense, que ses rivaux républicains, qui étaient 16, dont beaucoup d'hommes politiques confirmés, ces rivaux républicains n'avaient pas vu ça. La part de marché, c'est l'immigration, la mondialisation, le rejet des élites, le refus du système. Autrement dit, le populisme que l'on voit aussi à l'œuvre dans plusieurs pays d'Europe. Mais Donald Trump, à la surprise générale, qui est un milliardaire new-yorkais, mais enfin il y en a plein, c'est surtout un héros de la télé-réalité, il a surgi de cet univers, il a surgi aussi de la culture de l'insulte, et il a bouleversé à son profit tous les codes de comportement. Et donc, ce qui rend cette campagne absolument sidérante, c'est qu'on voit d'un côté ce personnage que le Parti républicain n'avait absolument pas vu venir, à tel point d'ailleurs que l'élite du parti a tout fait pour empêcher sa victoire, mais Donald Trump est là. Et d'un autre côté, Hillary Clinton, tout le monde savait qu'elle allait se présenter. Elle a eu une nomination, mais de façon beaucoup plus difficile qu'on l'imaginait, parce que du côté démocrate aussi a surgi un personnage auquel personne ne s'attendait, Bernie Sanders, un vieux sénateur dont on n'avait absolument pas entendu parler et qui, lui, a galvanisé les jeunes et auquel il a offert du rêve, de l'utopie et une forme, il faut bien dire aussi, de populisme, peut-être plus sympathique que Trump, mais populisme quand même. Justement, vous parlez d'utopie. Dans le préambule, au tout début, vous dites une phrase alors qui peut faire peur. Vous dites « L'Amérique hésite entre certitude et désillusion ». Est-ce que c'est la fin de l'espoir en politique ? Non, je crois qu'il y a un rêve américain qui reste très puissant aux États-Unis, qui est une spécificité américaine. Mais c'est un rêve très individuel, individualiste même, très différent de ce que l'on trouve en Europe, par exemple. Donc, il y a votre génération, les millennials, qui se désintéressaient de la politique. Mais Sanders a su, en quelque sorte, les attirer et leur dire « Vous êtes responsables aussi, vous ne pouvez pas seulement vous plaindre d'une société qui, selon vous, ne vous accorde pas la place que vous méritez. » Et donc, ces gens-là, les jeunes en particulier, deviennent un enjeu pour Hillary Clinton parce qu'elle qui incarne jusqu'à la caricature le système qui, pour les jeunes, sûrement n'est pas un système très attractif, il faut néanmoins qu'elle arrive à les mobiliser pour qu'ils aillent voter. Mais on a véritablement affaire, on n'est plus à l'époque où on pouvait parler de deux Amériques, une Amérique républicaine, conservatrice, religieuse, et puis une Amérique démocrate, disons social-démocrate, presque au sens européen du terme, même si c'est très très différent des deux côtés de l'Atlantique. Non, on a aujourd'hui un pays éclaté, un agglomérat de minorités ethniques d'abord, de minorités économiques, et même les Blancs commencent à se sentir minoritaires. Ils ne le sont pas encore démographiquement, ils le seront dans 2 générations, parce que les États-Unis sont un pays d'immigration perpétuelle, mais vous avez des crispations aujourd'hui
que l'on n'avait jamais vu auparavant, et c'est pour ça que cette campagne a été absolument singulière et que la compétition jusqu'au 8 novembre peut réserver encore des surprises. Merci Christine Ockrent. Là, on était pour TLM, c'est l'émission locale. Donc on dit au revoir aux téléspectateurs de TLM, mais nous, on continue ensemble, on continue sur YouTube. Voilà. Au revoir aux téléspectateurs de TLM. On continue, donc on est sur YouTube. Alors on parlait justement de cette colère, de ce désespoir. Est-ce que les espoirs déçus qu'avait suscité Barack Obama durant ses 2 mandats, est-ce que c'est ça qui est à l'origine de cette colère ? Barack Obama reste un président très populaire. Au-delà de 50%, ça fait rêver d'autres présidents. Au-delà de 50%, il reste très populaire dans son propre socle électoral. Il n'a jamais été populaire chez les républicains ultra-conservateurs, et surtout sur ce noyau que Donald Trump a su coaguler à son avantage. Et il faut bien dire que la parole raciste est maintenant libérée. Et le fait, pour cette frange-là de l'électorat, d'avoir eu un président noir, a aggravé encore la perception qu'ils ont de leur propre pays. Et puis, vous avez bien sûr, il y a eu une telle attente au moment de la première élection d'Obama en 2008. On lui a prêté non pas une baguette magique, mais 36. Néanmoins, il a dû faire face à une crise économique majeure. Il a été élu sur la promesse de mettre un terme aux 2 guerres, Afghanistan-Irak, qui ont coûté très très cher à l'Amérique, aussi bien en termes de vies humaines qu'en termes de budget. Ces 2 guerres ne sont pas terminées, elles n'ont d'ailleurs pas produit, c'est le moins qu'on puisse dire, les résultats espérés par ceux qui les avaient initiés. Mais Obama conserve un bilan plutôt positif sur le plan intérieur américain. Et c'est pour lui, pour Obama, pourquoi est-ce qu'il s'engage autant dans la campagne d'Hillary Clinton? C'est parce que, bien évidemment, il veut que son héritage soit préservé. Il sait que si Donald Trump est élu le premier jour dans le bureau ovale, Trump va supprimer toutes les réformes qu'on peut estimer imparfaites et insuffisantes, mais qu'Obama a fait passer à coup de décret, puisqu'avec un congrès républicain, sa marge de manœuvre était très étroite. A contrario, si Hillary Clinton gagne le 8 novembre, ça veut dire que le Parti démocrate aura fait 3 mandats de suite. Les 2 Obama plus une Clinton. Il y a une seule fois dans l'histoire contemporaine américaine où le même parti a eu 3 mandats de suite, donc 12 ans, puisqu'ils ont un rythme électoral très prévu. C'est le Parti républicain avec les 2 mandats de Reagan et le mandat du père Bush. Mais là aussi, il y a un enjeu, si vous voulez, de continuité, et pour Barack Obama, d'héritage. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous demander de faire un pronostic si ça se fait ? Il faut toujours se souvenir qu'aux États-Unis, ce n'est pas une élection au suffrage universel direct comme chez nous. Donc, il y a 50 États. De fait, il y a 4 ou 5 États qui vont décider de cette élection, avec un vote populaire et des grands électeurs. Ce sont des États qui changent de pied. Tantôt ils votent républicains majoritairement, tantôt démocrates. Arithmétiquement, on ne voit pas comment Donald Trump peut agglomérer suffisamment de votes au-delà de cet électorat blanc ultra-conservateur et très très en colère qu'il a su cristalliser. Mais il peut y avoir des mouvements dans ces 4 ou 5 États, y compris auprès d'électeurs qui votaient démocrates, mais qui eux aussi partagent cette forme de colère, de désillusion face à la situation économique. Néanmoins, je pense qu'Hillary Clinton sera élue. Je pense que la route, enfin le chemin jusqu'au 8 novembre, ce ne sera pas une ligne droite du tout. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Il ne faut jamais oublier que c'est un pays où le port d'armes à feu est légal dans la plupart des États, où il y a une violence quotidienne extrême. Il reste 2 débats, un dimanche prochain et l'autre une dizaine de jours après. Et il y a encore énormément d'incertitudes. Et en tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est que le rôle des réseaux sociaux dans cette campagne
est absolument majeur. Et cela, Donald Trump l'a sans doute mieux compris au départ qu'Hillary Clinton. Ce sera ma dernière question. En parcourant votre livre et en faisant cet entretien, on peut s'empêcher de faire un parallèle avec la France. Dans votre livre, vous parlez beaucoup de la crise économique qui touche justement cette middle class. Il y a cette crispation identitaire. Alors les espoirs déçus, vous avez répondu que pas vraiment, mais même si on avait cette impression-là en France, est-ce que ce ne seraient pas les mêmes ingrédients qui arrivent en France dans la campagne présidentielle ? Je crois que la comparaison n'est absolument pas justifiée. Les cultures politiques, le système politique sont éminemment différents. Non, ce qui est très intéressant à observer, c'est le Brexit. C'est la manière dont certains ingrédients que l'on voit à l'œuvre dans la campagne américaine, on les a vus à l'œuvre lors de cette campagne pour le référendum en Grande-Bretagne. Il y a d'ailleurs certains acteurs qui sont les mêmes. Le co-directeur de campagne de Trump, qui dirige un site véritablement d'extrême droite, avait prêté renfort aux champions du Brexit. Et ce qui est très préoccupant, et on l'a vu au moment du Brexit, c'est que les faits n'ont plus aucune importance. Les mensonges ou les tromperies sur les chiffres véhiculés par les champions du Brexit, vous savez, sur les autobus, c'était l'Union européenne vous coûte 300 millions, il y a 700 000 Syriens vont débarquer sur vos côtes, etc. On a vu le lendemain les champions du Brexit, avec un grand sourire, dire « mais c'est formidable, tout ça évidemment c'était faux, c'était des mensonges, mais c'est pas grave, ça a marché ». Et donc vous avez maintenant, et je crois que c'est moins vrai en France, mais néanmoins c'est une vraie menace sur le processus démocratique, un moment où, à cause des réseaux sociaux, de l'anonymat, des théories du complot, du fait que les gens s'informent en silo, ils s'informent par rapport à leurs copains qui ont a priori les mêmes idées qu'eux-mêmes, on voit que l'analyse des faits, l'expertise, c'est considéré comme étant non seulement secondaire, mais à la limite suspect. Et au fond, ce qui est prisé, ce qui est prioritaire, c'est l'ignorance. Au fond, moins on en sait, plus on est censé être honnête. On reste tout à fait dans la critique de l'élite, dans la critique du système, où même les médias de qualité sont considérés comme faisant partie du même système et donc absolument suspects. Et encore une fois, je trouve que autant, me semble-t-il, quoi que l'on pense du débat politique en France, autant cette comparaison avec le débat américain n'a pas lieu d'être, parce que fort heureusement, on ne vit pas la même violence verbale. Quels que soient les noms d'oiseaux que l'on s'échange, ça reste quand même dans un vocabulaire relativement policé. Ça n'a rien à voir avec la violence extrême de ce que l'on voit ces temps-ci aux États-Unis. Vous parlez des t-shirts Trump date que portent les militants de Trump. Oui, et puis les insultes que les deux camps s'échangent. Merci beaucoup Christine O'Krent d'être venue dans notre direct. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la librairie De Citre qui nous a accueillis aujourd'hui. Merci à Aurélien qui était à la technique, même si on a eu des petits soucis, mais c'est tout à fait réglé. On se retrouve demain pour une nouvelle émission.